Voilà, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne de l'ABC du pain. Il y a quelques années, j'avais décidé d'aller suivre les cours de boulangerie-pâtisserie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais attiré par cette espèce d'alchimie qui existe dans la transformation de la farine, de l'eau et de la levure qui sont les bases pour faire du pain. Ça m'avait beaucoup attiré. C'est un peu similaire à ce que probablement ressentent les personnes qui s'intéressent à la préparation, à la fabrication de bière ou à la transformation du vin. C'est un peu le même procédé. En fait, il y a un procédé de fermentation, une action faite par les levures. Et bien voilà, pour le pain, c'est exactement pareil. Il y aura une alchimie entre votre farine, produit de base, de l'eau et bien sûr de la levure. Et quelques autres ingrédients dont je vais vous parler d'ici peu. Voilà, en fait, moi j'avais envie de vous faire partager ça parce que je trouve que c'est très très bien de faire son pain soi-même quand on en a l'envie et le temps. Je comprends très bien que avec la vie que vous menez tous aujourd'hui, ce n'est pas si facile. Et puis il y a surtout la facilité offerte par les grandes surfaces alimentaires qui vous proposent du pain de toutes les sortes, et ceci à pratiquement toutes les heures du jour. Ce qui est quand même en soi, il faut le reconnaître, un grand avantage qu'ils ont par rapport aux boulangeries, petites boulangeries traditionnelles, où le boulanger traditionnellement va cuire son pain plutôt la nuit et sera vendu le jour, mais vous aurez beaucoup de chance évidemment qu'à une certaine heure de l'après-midi, eh bien, tout sera vendu. Et quand vous reviendrez de votre travail, eh bien, malheureusement, vous ne trouverez plus de pain. Et ça, c'est la grande différence aujourd'hui avec la grande distribution qui propose évidemment du pain, même encore en soirée après votre travail, vous pouvez encore trouver du pain tranché, mais également des baguettes, des pistolets, des picolos, des sandwichs, etc., etc. Et bien sûr aussi des pâtisseries. Donc voilà. Alors avant de passer à la partie pratique, qui va bien entendu être la plus intéressante, euh, je vais d'abord faire cette vidéo-ci. D'abord, c'était pour me présenter un peu hein, sur la chaîne ABC du pain, mais aussi pour vous parler quand même un peu de théorie, parce que évidemment, comme dans tout, eh bien, il y a toujours un peu de théorie à connaître avant de se lancer. Et avant de parler de la théorie proprement dite, je voudrais quand même vous présenter une petite présentation de tout le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer un pain de qualité chez soi. Alors, de quoi aurons-nous besoin? Eh bien, bien évidemment, l'ustensile principal que vous aurez besoin, c'est un mélangeur. Un mélangeur, je vais vous en montrer un. Moi, j'en ai un ici. Voilà, vous voyez ici. Voilà le type de mélangeur que moi j'ai acheté. Vous voyez, il n'est pas nécessaire d'aller acheter un appareil haut de gamme style KitchenAid, Kenwood, qui coûte quand même très cher ces appareils. Et en définitive, pour peut-être une utilisation pas très très intensive. Cet appareil-ci, je ne vais pas faire sa réclame loin de là, mais coûtait nettement moins cher et vous avez la possibilité de pétrir de la pâte à pain sans difficulté. Vous pouvez aller jusqu'à 1 kg de farine, ajouter encore avec de l'eau, etc. Et vous pouvez pétrir facilement et sans problème. Le moteur résiste très bien pour faire un pétrissage de plus de 10 minutes, ce qui est nettement suffisant pour fabriquer une pâte à pain ou une pâte à pizza ou autre. Donc de cet appareil-ci, l'ustensile principal que vous aurez besoin là-dedans, évidemment, en dehors du bol, bien sûr, qui va contenir les éléments, mais également le crochet, qui est l'élément principal, puisque le crochet, lui, va servir à pétrir votre pâte. Ça, c'est donc votre premier ustensile, probablement le plus important. Évidemment, si vous n'en avez pas, il est tout à fait possible de faire son pain pétrir à la main. Aucun problème avec ça. Vous pouvez, en fait, avec vos mains, faire ce que fait cet appareil. La différence, c'est que cet appareil-ci, en 10 minutes de temps, et sans que vous ayez à vous fatiguer, votre pâte sera prête. Quand vous le faites à la main, vous verrez qu'il vous sera nécessaire de pétrir pendant au moins 20 minutes à la main. Ce qui est quand même très fatigant, hein, ça demande pas mal d'énergie parce que la pâte
au fur et à mesure que vous allez la pétrir, vous allez développer du gluten, et le gluten va faire en sorte que votre pâte va devenir de plus en plus consistante, plus élastique, etc. Donc, elle va devenir, sans oublier évidemment, l'autre inconvénient principal, c'est qu'au début, évidemment, quand on mélange, comme il y a de l'eau et de la farine, ben, au départ, la pâte elle a tendance à coller à votre planche de travail ou à votre table, suivant ce que vous allez utiliser. Et donc, c'est toujours un peu plus embêtant, disons, de commencer comme ça. Mais bon, si vous n'avez pas de mixeur, aucun problème, vous le faites à la main. Sachez simplement que vous allez avoir un pétrissage d'au moins 20 minutes. Voilà. Alors, deuxième élément très important dans le matériel, évidemment, c'est ceci. Voilà, c'est un couteau à pâte. Ce couteau va vous permettre, lorsque vous aurez une boule de pâte et que vous devez la découper pour faire des plus petites portions, parce que vous avez par exemple décidé de faire des petits pains, vous avez en fait mélangé une pâte et ensuite vous allez devoir découper en fonction d'un poids que vous voulez donner à votre pain. Eh bien, cet ustensile-ci va vous permettre très facilement de couper dans la pâte. Un autre petit élément très important, c'est une corne en plastique comme ceci, hein, qui va vous, c'est très très pratique, par exemple, pour bien décoller toute la pâte du bol du mixeur. Ça va faire un peu la fonction d'une maryse, hein, en quelque sorte. Une maryse aussi, vous en aurez besoin d'ailleurs. Hein, c'est toujours très très pratique pour bien décoller la pâte lorsqu'elle reste un peu adhérée à la surface du bol. Un autre élément très important, et vraiment très important, c'est ceci. C'est un thermomètre avec une sonde, comme ceci. Ce type de petit thermomètre est souvent utilisé en cuisine pour être piqué dans une viande, par exemple, qui est au four, pour aller mesurer la température au cœur de la viande. Mais c'est très pratique également pour aller mesurer, par exemple, la température de votre farine. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important d'avoir la température de votre farine. Donc, essayez, si c'est possible, essayez de vous procurer ceci. Ça ne coûte pas très cher dans le commerce. Ça fonctionne avec une petite batterie. Ça tient très longtemps et ça fonctionne très bien. Autre élément très important, une petite brosse. Celle-ci est en silicone, mais vous pourriez très bien avoir un pinceau classique, même un pinceau du type pinceau à peindre. Du moment où vous ne l'utilisez pas pour aller peindre vos murs, il n'y a aucun problème, évidemment. Vous prenez ce genre de petit pinceau. À quoi va-t-il servir? Ben, tout simplement, par exemple, à graisser vos moules pour les pains, ou les plaques, graisser avec du beurre ou de l'huile, par exemple, ou également à les dorer avec du jaune d'œuf, à les dorer sur des sandwichs, des gâteaux, etc. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ça. Moi, je trouve que l'avantage du silicone, c'est facile d'entretien. Vous passez ça sous l'eau chaude quelques instants, c'est à nouveau propre et prêt à l'emploi. C'est très pratique. Ensuite, très important, bien entendu, pour la cuisson des pains, ce sont des moules. Si vous voulez faire des pains dits carrés, enfin rectangulaires plus exactement, vous aurez besoin de moules. Si vous faites des pains ronds, voire des bouleaux, donc des pains ovales, vous n'aurez pas forcément besoin d'une forme. Vous pourrez très bien les mettre sur plaque, telles quelles. Moi, j'aime bien utiliser ces formes. Pourquoi? Parce que le pain est là-dedans. D'abord, il aura une jolie forme, de 1. Deuxièmement, vous n'aurez pas autant de croûte à votre pain. Si vous faites des pains ronds sur plaque ou ovales, des bouleaux donc, vous aurez évidemment de la croûte de pain tout autour. Alors vous savez, il y a des personnes qui adorent les croûtes et il y a d'autres personnes qui ne les aiment pas du tout. Souvent, les petits-enfants, allez savoir pourquoi, n'aiment pas les croûtes. Alors quand vous avez des tranches de pain, d'un pain rond ou ovale, qui a beaucoup de croûte, ben vous aurez beaucoup de pertes. Parce que les enfants vont dire, ah non, non, j'en veux pas, donc il va falloir les couper. Bon. Avec ce genre de pain rectangulaire, dit carré, vous n'aurez pas ce problème parce que, finalement, toute la partie ici qui sera dans le moule va rester tendre à la cuisson. Vous n'aurez que la croûte au sommet, sur la partie donc émergente de votre moule. Alors vous voyez, j'en ai plusieurs modèles. Ceux-ci, ce sont des petits moules
qui peuvent contenir des pains de 500 à 600 grammes. Alors quand vous êtes une petite famille de 2-3 personnes par exemple, eh bien quand vous faites des grands pains, le désavantage c'est que le pain, bon ben, vous n'allez pas le consommer aussi vite non plus peut-être, il va rester 2-3 jours et il va perdre sa qualité forcément. Alors que si vous faites par exemple des petits pains comme ceci, je vous expliquerai ça par après, vous faites par exemple une pâte à base d'1 kg de farine, vous pourrez aisément faire 3 pains de 500 à 600 grammes avec ça. D'accord? Alors, l'avantage, c'est que ces pains peuvent être congelés. Un pain se congèle très très bien. Et à une autre faculté, c'est qu'il se décongèle très rapidement également. D'accord? Donc, avantage, conservation, vous les mettez, vous pouvez à la limite, je sais que ça se fait aussi, pré-trancher vos pains et les congeler tranchés, et alors à ce moment-là, c'est encore plus facile parce que vous pouvez sortir le nombre de tranches que vous désirez, les laisser décongeler quelques minutes, ou les mettre au grille-pain par exemple, enfin, peu importe, et ça marche très bien. Donc voilà pourquoi j'ai les petits moules. Nous sommes une petite famille, nous n'avons plus besoin d'avoir des grands pains, donc moi je travaille toujours avec des petits moules ainsi. J'en ai des plus grands, comme celui-ci. Celui-ci peut contenir des pains de 750 à 800 grammes, sans problème, toujours de type carré. Et finalement, le petit dernier, ici, le plus grand de ma collection, ces moules-ci peuvent contenir des pains d'1 kg aisément. Donc pour les grandes familles, évidemment, quand vous êtes plusieurs, hein, vous pouvez faire un grand pain. Là, notez bien une chose, c'est que, à moins bien sûr que vous n'ayez chez vous une machine à pétrir de grande capacité, avec une machine de ce type-ci, même si c'est un KitchenAid ou un Kenwood, hein, la quantité sera quand même limitée. Donc vous allez avoir une pâte d'environ 1,5 kg, 1,6 kg. Ça va vous permettre de faire un pain d'1 kg et éventuellement tout juste un autre, disons, ou un petit de 600 g. D'accord? Donc tenez-en compte, si vous voulez faire plusieurs pains d'1 kg, vous aurez besoin à ce moment-là de faire retourner une deuxième pâte pour pouvoir le faire. Ce qui est tout à fait possible, ne vous en faites pas trop pour ça. Le pain doit lever, hein, ça je vais vous expliquer après, je vous expliquerai ça dans la partie pratique, hein, et vous laisserez pendant ce temps la possibilité de faire tourner une deuxième pâte. Il y aura un décalage entre les deux, mais ne vous en faites pas trop pour ça. Hein. Après, vous rattraperez ça dans le temps de cuisson. Hein. Lorsque le premier pain sera en train de cuire, eh bien, vous calculerez un peu un intervalle nécessaire et vous enfournerez votre deuxième ou troisième pain à côté et vous aurez un petit décalage, mais tout va se cuire avec quelques minutes de différence, ce n'est pas bien grave. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire ici, principalement sur la partie donc du matériel. Alors bien entendu, je ne l'ai pas encore dit, mais il est évident que vous aurez besoin d'un four. Alors vous voyez, vous ne voyez peut-être pas trop bien ici, mais moi j'ai un four tout à fait classique. Il est à chaleur tournante ou à chaleur non tournante, ça c'est comme vous voulez, traditionnel. Moi, sachez que les pains en général, par exemple les pains blancs, gris, etc., les pains classiques se cuisent aux alentours de 240 degrés. Donc, il faut quand même avoir un four qui atteigne cette température. Si vous n'avez qu'un petit four, comme il en existe aussi, mais qui ne peut pas atteindre ces 240 degrés, malheureusement, là, vous aurez de la peine à cuire votre pain comme il le faut. Donc, ça, c'est quand même une chose très importante à ne pas oublier. Et alors, autre chose, les cuissons, pas en chaleur, ne les faites pas en chaleur tournante, faites-les en cuisson en chaleur normale, donc chaleur au-dessus, chaleur en dessous, et ça marchera très très bien. La chaleur tournante, c'est bien aussi, mais ce n'est vraiment pas nécessaire pour la cuisson d'un pain. C'est une chose que vous allez devoir aussi retenir et dont je vous parlerai très très souvent, c'est que lorsqu'on fait du pain, eh bien, la notion de temps est très très importante, et surtout dans le sens où il faut laisser le temps au temps. Un pain ne devient que meilleur quand on lui laisse le temps. Aujourd'hui, les nouvelles techniques des boulangeries, et je ne parle même pas des boulangeries industrielles ou de la grande distribution, je vous parle maintenant des petites boulangeries. Eux aussi, voyez-vous, ils travaillent avec le temps, mais ils aiment bien que tout aille plus vite.
et bien plus vite qu'avant. Alors aujourd'hui, eux aussi, ils ont des machines qui permettent de faire de tout, de préparer les pâtes. En fait, ces machines sont tellement bien faites qu'en fait, vous mettez votre farine, votre eau et votre levure dans un mélangeur qui va mélanger, et puis etc., qui va faire en sorte que le pain va être boulé, mis en forme, passer, enfin, tout le process jusqu'à obtenir, jusqu'à la cuisson et être prêt à mettre au four. Donc imaginez un peu la technologie qu'il y a là derrière. Mais malgré tout, pour eux, là, il y a une donnée importante, c'est d'essayer d'aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de gagner du temps pour eux-mêmes, etc. C'est bien compréhensible. Et deuxièmement aussi pour augmenter leur productivité. Alors qu'est-ce qu'ils font? L'industrie leur a mis sur le marché des améliorants. Il y a des améliorants pour pain blanc, il y a des améliorants pour pain gris, pour les baguettes, pour les pistolets, enfin pour tout, il y a un améliorant. Ces améliorants, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des produits qui contiennent non seulement des conservants, mais également d'autres produits qui vont booster les levures et faire en sorte que la poussée de la levure va être meilleure, plus rapide, et aussi qui va assurer, par exemple, un meilleur croquant. Là, je pense plus particulièrement quand on parle de pistolet ou de baguette. Vous savez que tout le monde aime bien qu'un pistolet ou une baguette soit bien croquante. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passera avec ces améliorants. Ici, quand vous êtes chez vous, croyez-moi, moi je n'en utilise pas non plus, rien de tout ça, pas de produits conservants, pas de produits améliorants, rien. Les seuls produits qu'on va utiliser pour donner un meilleur goût à votre pain, etc., c'est du gras. Et le gras, ce sera majoritairement du beurre. Je vous en parlerai tout à l'heure, quand j'avais abordé la partie donc, des composants du pain. Le beurre est un composant indispensable pour faire un bon pain. Ça peut aussi être de l'huile, par exemple de l'huile d'olive. Mais alors à ce moment-là, vous allez plus vous tourner vers un pain style peut-être un peu plus italien, espagnol, que sais-je, donc méditerranéen, où on utilise beaucoup d'huile d'olive et pas de beurre. Ça marche aussi, il n'y a pas de problème, ça marchera aussi, mais ça peut affecter le goût. Mais bon, ici, dans nos contrées, on est plutôt beurre. Alors évitez les margarines, j'en parle déjà, évitez les margarines, surtout, ce n'est pas très bon, mais je vous en parle tout à l'heure. Voilà, ça c'était donc le chapitre matériel. Maintenant, je vais aborder avec vous la partie des composants du pain. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire du pain? Alors évidemment, votre composant principal, le voici, je le montre plus près, c'est de la farine. Ici, j'ai un paquet d'1 kg de farine. C'est très pratique, puisque si vous faites une pâte d'1 kg, ça a besoin d'1 kg de farine, vous n'avez pas besoin de peser, vous n'avez le paquet, il est déjà là. Évidemment, d'un point de vue économique, vous aurez compris que si vous voulez faire beaucoup de pain très régulièrement et tout, vous aurez tout avantage, évidemment, à acheter en plus grande quantité, par sac éventuellement de 10 kg, voire plus, où vous aurez des prix bien plus intéressants que de les acheter à l'unité comme ceci. Moi, je n'ai pas une grande production pour chez moi, donc je suis très content avec des petits paquets comme ça. Ça fait ce que ça doit faire et c'est parfait. Alors, en termes de farine, moi, vous voyez ici, vous voyez peut-être pas trop bien, mais soit, c'est une farine italienne de blé tendre et de type 00. Il existe plusieurs types de farines. Les farines de blé tendre qui sont plutôt utilisées en boulangerie et les farines de blé dur de type 55 par exemple qu'on va plutôt utiliser, et c'est plus alors à ce moment-là de nouveau dans le sud de l'Europe parce que le blé dur n'est pas cultivé dans nos régions, mais bien là-bas. Va être utilisé pour la fabrication entre autres des pâtes alimentaires, des pâtes à pizza et même du pain là-bas parce que c'est plus dans notre tradition. Nous, on va utiliser des farines de type 00. Vous voyez que c'est une farine italienne, que même donc les Italiens produisent la farine 00. Voilà. Donc, retenez ceci, de la farine type 00. N'utilisez pas des farines de type pâtisserie, qu'on vend aussi beaucoup dans les magasins, et qui sont très très bonnes pour faire des pâtisseries, des gâteaux, des crêpes, des choses ainsi. Mais pour faire du pain, vous oubliez, ce n'est pas bon. Ces farines sont beaucoup trop fines, sont beaucoup trop raffinées. Alors déjà, on parle beaucoup de cela, le pain blanc, machin, etc. C'est pas bon, machin, ok. C'est vrai, c'est probablement exact, qu'il vaudrait mieux manger des farines
type complète, etc., pour retrouver plus de fibres. Hein, bon. Mais aujourd'hui, je vous parle de la farine blanche. Pourquoi? Parce que notre premier atelier qu'on passera ensemble, ce sera la fabrication d'un pain blanc. Donc, quand on passera au pain gris, etc., je vous montrerai d'autres farines. Ne vous en faites pas. Le deuxième composant important, bien sûr, c'est la levure. Ici, j'ai un petit paquet de levure sèche, ou chimique, comme on dit aussi, bien que je n'aime pas trop le terme. Vous pouvez également travailler avec de la levure fraîche, de levure boulangère, que vous achetez en magasin. En général, ça se vend soit dans des petits cubes d'une quarantaine de grammes, je pense, hein, qui sont très bien, ou même, hein, les professionnels vont utiliser de la levure fraîche, mais en bloc d'1 kilo, parce qu'eux, évidemment, ils en auront l'utilisation. Hein. Alors, la grande différence entre les deux, d'abord, sachez que la levure sèche comme ceci a un grand avantage, c'est que pour la conservation, c'est très pratique. Pas besoin de la mettre au frigo, ça tient longtemps, vous laissez ça simplement au sec et il n'y aura pas de problème. La levure fraîche, elle, par contre, doit être conservée au frigo et en plus, elle a une date de péremption assez courte. Donc, vous voyez, moi je préfère donc travailler avec ceci. Troisième avantage de la levure sèche, vous verrez ça encore en pratique aussi, c'est que en termes de quantité d'utilisation, vous utiliserez que la moitié de la quantité de levure fraîche. Donc si vous avez besoin de 40 grammes de levure fraîche, vous utiliserez en réalité que 20 grammes de levure sèche. Voilà pour la levure. Le troisième élément très important, évidemment, c'est l'eau. Ah bon, je ne vais pas vous la montrer, vous savez bien ce que c'est l'eau, c'est l'eau du robinet, bien évidemment. N'allez pas utiliser des eaux en bouteille, etc. C'est tout à fait inutile. L'eau du robinet, c'est parfait. Hein. Nous aborderons après, et tout à l'heure, un chapitre très important sur l'eau, c'est sa température. Vous verrez pourquoi. J'y reviens tout à l'heure. Alors, les autres composants importants, je vous l'ai dit, hein, donc c'est du beurre. Le beurre qui va amener, non seulement va donner de l'onctuosité à votre pain, mais également va donner une meilleure conservation de votre pain. Vous voyez? Donc, très important, s'il vous plaît, n'utilisez pas des margarines, n'utilisez pas de l'huile. À mon sens, il ne faut pas faire ça, sauf si vous avez envie de faire par exemple des focaccia et des trucs comme ça, italiens, aucun problème. Mais pour des pains comme on va faire maintenant ici, utilisez du beurre. Vous pourriez utiliser du saindoux, hein, ce qu'on appelle du saindoux, donc de la graisse de porc. Ça marche très bien aussi, c'est économique, c'est moins cher que le beurre, mais c'est quand même nettement moins bon pour la santé que le beurre. Vous voyez, d'accord? Donc, mais sachez que vous pouvez l'utiliser. C'est tout à fait. Sachez aussi que les professionnels, bien souvent, utilisent d'ailleurs ce type de gras, plutôt que du beurre, uniquement pour des termes de coût de revient, parce que le saindoux coûte nettement moins cher que le beurre. Le beurre est cher. Voilà. Alors enfin, il reste encore un élément aussi très important, c'est le sel. Alors le sel, utilisez de préférence du sel fin de cuisine. Évitez les sels soit en grosses boules, etc. Évitez de ça. Prenez du sel bien fin, ça marche beaucoup mieux, ça se mélange bien, etc. Voilà. Ok? Alors, bien sûr, ici, je vous ai donné les composants principaux pour un pain classique. Il est évident que pour certains autres pains, mais que nous aborderons plus tard, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter, tels que du lait éventuellement, des raisins, du sucre, des choses ainsi qui vont s'ajouter, suivant que je vais alors à ce moment-là aller vers des autres types de pains, mais nous y viendrons progressivement, hein, d'ici quelques temps, quand on aura fini d'aborder la partie, disons, des pains dits classiques. Voilà. Alors, la dernière chose à laquelle je vais vous parler ici dans cette vidéo, évidemment, c'est la... Alors, pourquoi je vous parle de la température de la pâte? Voilà, on considère normalement qu'une pâte devrait avoir une température de 26 degrés. Donc, elle devrait avoir 26 degrés après pétrissage. Alors, comment est-ce qu'on calcule cela? Eh bien, il y a 3 éléments à prendre en compte. D'une part, vous avez
la température ambiante de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et vous allez travailler. Cette température, évidemment, à moins de commencer ici à augmenter le radiateur ou que sais-je d'autre, vous pourriez évidemment faire monter la température, mais ça c'est inutile. Donc vous n'allez pas influencer cela, vous allez en tenir compte telle que la température est à ce moment-là. Ok? Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la température de la farine. Donc la farine, vous la stockez, probablement dans le local où vous allez travailler. Il y a beaucoup de chances que ce soit comme ça, mais ça peut être aussi ailleurs. Et donc, il faut vérifier la température de la farine. Je vous rappelle, et je vous remonte, que je vous ai parlé du thermomètre à sonde. Donc, il vous suffira de mettre votre farine dans le mixeur, dans le mélangeur, et puis d'y plonger la sonde, et vous verrez la température de votre farine. Et enfin, troisième température très importante, c'est la température de l'eau que vous allez utiliser. Alors évidemment, dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer que vous avez 26 degrés dans votre pièce, que votre farine est à 26 degrés, et donc vous allez prendre de l'eau à 26 degrés et ce sera parfait du premier coup. D'accord? On pourrait dire ça à peu près comme ça. Dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça. On va imaginer, moi ici dans ma pièce, je vous montrerai après un système de calcul, ne vous en faites pas. Dans ma pièce ici, il fait disons 20 degrés, que ma farine est peut-être probablement aussi à 20 degrés. Si j'additionne les deux, j'ai déjà 40 degrés. Alors, la formule de calcul est simple. On prend 3 fois 26 degrés, c'est-à-dire 78 degrés. Vous soustrayez la température ambiante. Vous soustrayez la température de la farine. Vous soustrayez 10 degrés par défaut. Et le résultat de ce calcul vous donne la température de l'eau. Donc, dans mon exemple, vous partez de 78 degrés. Vous enlevez 20 degrés pour la pièce, ça fait qu'il vous reste 58. Vous en enlevez 20 pour la farine, il vous reste 38. Et vous enlevez 10 par défaut, vous arrivez à 28 degrés. Ça veut dire que dans mon exemple, je vais devoir prendre une eau à 28 degrés. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais jouer un peu avec l'eau chaude, l'eau froide de mon robinet. Et bien entendu, avec ma sonde, contrôler jusqu'à ce que j'ai une eau à 28 degrés. Bien évidemment. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que j'ai retiré 10 degrés dans la formule? Tout simplement parce qu'on considère qu'après pétrissage, votre pâte de base va augmenter de 10 degrés. D'accord? Donc, si vous mélangez votre farine qui serait à 20 degrés, plus votre température ambiante à 20 degrés et votre eau à 28, vous allez arriver à combien? À 68 degrés. Et vous ajoutez les 10 dont j'ai parlé, vous arrivez bien à 78. Et donc, si vous, après pétrissage, vous allez mettre la sonde de votre thermomètre dans votre pâton, eh bien, vous devriez normalement avoir un pâton à 26 degrés. D'accord? Voilà. Ça, c'est très important de le savoir, parce que c'est grâce à cette température, lorsqu'elle est exacte, vous aurez les meilleures conditions pour que votre pâte à pain puisse lever. Voilà. Alors, pour terminer, sur ma page Facebook d'ABC du pain, j'ai placé un petit tableur Excel que vous pouvez télécharger et utiliser pour, d'une part, calculer vos quantités nécessaires. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Vous avez un poids, le poids de référence est toujours le poids de votre farine. Donc, vous verrez dans mon exemple que ma poids de farine est d'1 kg. Et en dessous, tous les autres éléments se calculent avec une formule, tout simplement, par rapport à un pourcentage de votre farine. Donc, il vous suffit simplement de mettre votre poids de farine et le poids de tous vos autres éléments, c'est-à-dire la levure, l'eau, le sel, le beurre, tout va se calculer pour vous. Soit, si c'est de la levure fraîche, vous aurez le poids pour la levure fraîche. Si c'est de la levure sèche, vous aurez le poids pour la levure sèche. D'accord? Et vous pouvez utiliser ça à tous les coups. Vous augmentez uniquement ou diminuez le poids de farine et ça se recalcule. À côté de cela, à droite, sur la même page du tableur, vous avez le calcul pour votre température. Donc là aussi, vous allez rentrer deux éléments, votre température ambiante et la température de votre farine, et automatiquement la formule calculera la température de l'eau
que vous aurez besoin. Voilà. Donc je vous le rappelle, ça se trouve sur la page Facebook d'ABC du pain, hein, du groupe ABC du pain plus exactement. Hein, et là vous trouverez dans les fichiers, un petit tableur Excel que vous pouvez télécharger et utiliser à votre guise. Voilà. Voilà, ici se termine notre première vidéo. J'espère que j'ai été clair, que vous avez bien compris. Elle sera postée bien entendu sur notre chaîne YouTube, mais également elle sera accessible via notre groupe Facebook. Voilà. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour la vidéo prochaine où nous aurons l'occasion, donc pour commencer le premier atelier, de fabriquer un pain blanc carré traditionnel. Au revoir.